Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Autour, une fois de plus pour le décryptage quotidien de l'actualité. Le 30 novembre 2011, suite à son inculpation par la Cour pénale internationale pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, Laurent Koudou Gbagbo est incarcéré au centre de détention de la CPI à La Haye. Son procès, ainsi que celui de Charles Blé Goudé, ancien leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, des jeunes patriotes et ministre de la jeunesse du gouvernement Gilbert Akengbo, s'ouvre à La Haye le 28 janvier 2016. Sa durée est estimée à 3 ans maximum. En 2017, une enquête de Mediapart révèle que la CPI avait demandé en 2011 la détention de Laurent Koudou Gbagbo alors qu'elle ne détenait aucun mandat d'arrêt et n'avait pas été saisie. D'après le monde diplomatique, aucun des 80 témoins de l'accusation n'a apporté d'éléments probants sur l'existence d'un plan commun et sur la culpabilité de l'ancien chef d'État ivoirien. Toujours selon le journal français, leurs propos ont été soit confus, soit contradictoires et de nombreux témoignages ont tourné à l'avantage des accusés. Le 23 juillet 2018, la défense de Laurent Koudou Gbagbo ainsi que celle de Charles Blé Goudé déposent des demandes de non-lieu. Ce 15 janvier 2019, il est 11h17 à La Haye, Kouno Tarswiffer, président de la première chambre, a prononcé l'acquittement suivi de la libération immédiate des 2 prisonniers ivoiriens. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Laurent Koudou Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec l'ancien bâtonnier, Maître Charles Tchoungan. Bonsoir. Bonsoir Serge, merci de m'avoir convié à ces séances d'éclairage pour essayer, n'est-ce pas, de faire comprendre à vos millions de téléspectateurs les impacts, n'est-ce pas, ou l'impact de la décision rendue par la CPI séjour dans l'affaire bureau du procureur contre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ok, merci d'avoir accepté vraiment cette invitation, Maître Charles Tchoungan. Merci beaucoup une fois de plus. En face de vous, Robert Mouté-Ambassa. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux milliards et demi de téléspectateurs de Equinox. Et je pense que l'événement qui nous amène à discuter sur ce plateau ce soir, c'est-à-dire l'acquittement du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé, je pense que c'est une victoire pour le panafricanisme. Okay. Et je crois que nous ne devons pas faire la fine bouche et nous devons célébrer cette victoire. Voilà, sur ce plateau avec nous également, c'est la surprise. Il est ivoirien, lui c'est Michel Millet. Je ne sais pas si je prononce bien. Millet-Claude. Millet-Claude, Claude Millet. Oui. Voilà. Vous êtes le représentant Afrique centrale de la coalition des patriotes ivoiriens en exil, en abrégé COPI. Tout à fait. Plus connu sous le pseudonyme de Général Bao. Bao, tout à fait. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bien, allez écouter, tout le plaisir pour moi. Oui. C'est un honneur pour moi de mettre au service de Kinox qui fête cette libération. De oui, quand je vous ai contacté ce matin, vous étiez en pleine célébration. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, je salue les Camerounais, oui. Je salue les Panafricains, je salue les Ivoiriens. Le 17 victoire, la victoire. Ok. C'est la victoire. Vous dites que vous saluez les Camerounais. Les Camerounais ont joué un rôle. Ben, écoutez, le Cameroun, c'est le berceau du panafricanisme. Oui. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Quel est le pays africain qui a autant soutenu la Côte d'Ivoire? Et parmi le conseil de Laurent Koudou Gbagbo, il y avait Maître Kadji. Justement, Maître Joseph Kadji. Oui. Non, cette féerie de la justice. Oui. Maître Joseph Kadji a été vraiment époustouflante. On l'a vu, on l'a vu très contente aujourd'hui,
après la décision du président. Ben ouais, Alaï. Écoutez, mais Juliette Kadi, on ne le dit pas assez. C'était la seule avocate africaine qui a pris ses propres moyens pour défendre mon ami personnel, le combattant de la liberté, Charles Blé Goudé. Oui. Je suis l'ami personnel de Charles Blé Goudé. Ah oui, ok. Voilà. Bon, Je suis membre de la Galaxie Patriotique de Côte d'Ivoire. Ok. Dites-moi, aujourd'hui, on a vu quelques images de Yop, Yop Ougon, qui est réputé être le fief de Laurent Gbagbo. Quel est le sentiment qui vous anime, en dehors de vous, Ivoiriens, qui vivez actuellement au Cameroun? Ben écoutez, Alain, c'est un sentiment de joie immense qui m'anime. Je suis vraiment heureux. Vous avez été surpris? Vous vous attendiez à l'acquittement? Écoutez, ça fait 7 Ou bien ans vous attendiez à autre chose? Ça fait liberté 7 ans provisoire. que je suis en exil au Cameroun. 7 ans que je suis en exil au Cameroun. Oui. Et durant ces 7 ans, nous avons lutté, nuit et jour, avec la foi, avec la persévérance, avec le soutien des hommes comme les maîtres, comme le camarade Moutambaza. Oui. Mais avec des gens comme ça, aujourd'hui, la victoire a sonné. C'est une victoire pour la Côte d'Ivoire en particulier et pour l'Afrique en général. Mais je suis plus que content. Le mot content même est insignifiant. Gbagbo Laurent incarne le symbole du panafricanisme contemporain. C'est une joie immense qui m'anime. Mais aujourd'hui, regardez les bas au Cameroun. Les Camerounais font plus que les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, à Yopougon, Yop City, c'est la zone des pauvres Gbagbo. Ouais. C'est le bastion des pauvres Gbagbo. Aïe. Aujourd'hui, là-bas, Laurent Gbagbo a transformé janvier en décembre. Oui. Ok. Merci. Un sentiment, avant de revenir, M. Charles Tougan, je vous ai contacté ce matin pour un aspect technique. Vous allez d'abord sur l'acquittement en lui-même, avant qu'on revienne sur l'aspect technique. De ce qui s'est passé ce matin là. Comment vous accueillez cet acquittement? D'abord, vous avez été surpris parce qu'on parlait de plus en plus de liberté provisoire. Écoutez, moi je n'ai pas été surpris d'abord, Oui. mais j'ai un double sentiment. Parce que si vous avez suivi mon parcours et ma relation avec le président Bargo depuis qu'il a été arrêté, vous devez savoir que nous avons toujours dit que ce dossier était vide. Oui. Donc pour moi aujourd'hui, la décision rendue par la CPI est pour le président Bargo une grande victoire. Pour lui-même d'abord. D'abord une grande victoire pour lui-même. Oui. Parce que vous devez vous souvenir que depuis la première audience, n'est-ce pas, il n'a jamais varié sur sa position. Il a toujours plaidé non coupable du début à la fin. Oui. Il a démonté, n'est-ce pas, pièce par pièce, les arguments développés par le bureau du procureur à sa charge pour démontrer qu'en fait, il s'agissait d'une cabale de nature politique. C'est d'abord aussi une victoire pour le peuple ivoirien. Oui. Parce qu'en fait, si vous regardez la manière par laquelle le président Gbagbo a été amené à La Haye, ça relève, n'est-ce pas, du kidnapping, n'est-ce pas? Il a été agressé dans son palais, militaire, par des forces étrangères. Il a été d'abord mis en résidence surveillée à Korogo. À Korogo au nord. C'est la dernière fois que nous l'avons vu, au nord avec son épouse. Qui était au Diené, c'est bien cela. Ils étaient À Korogo, c'est... à Korogo. Gbagbo était à Korogo et Simon Gbagbo était au Diené. Tout à fait. Oui. Donc, après, n'est-ce pas, par des manœuvres assez compliquées, on devait lui faire croire qu'il avait un entretien avec le procureur. Finalement, il partait ainsi sur La Haye. Dans aucun code de procédure au monde, il n'existe aucune technique comme celle-là pour appréhender un délinquant en futile. Donc, je veux dire que c'est une grande nouvelle pour le peuple ivoirien, dans la mesure où on blanchit un homme qui pendant 8 ans a bagarré contre des forces extraordinaires. Je voulais rappeler, pour ceux qui ont suivi le processus électoral en Côte d'Ivoire, que 3 ans avant qu'il ne soit appréhendé, les représentants des Nations Unies à Abidjan nous indiquaient déjà qu'il finira, n'est-ce pas, à La Haye. Et je me souviens de ce porte-parole du président de l'Assemblée générale des Nations Unies qui me le disait. Moi, je le regardais ahuri. Je dis, mais comment vous allez faire pour prendre un chef d'État en fonction et l'amener à La Haye? Il dit, mais tu vas voir. Et 2 ans après, M. Gbagbo se retrouvait donc à La Haye. Okay. Deuxièmement, c'est d'abord une grande leçon pour les Nations Unies. Les tribunaux pénaux internationaux que les Nations Unies ont créés dans le monde, je pense au Rwanda, je pense au Cambodge,
je pense à l'ex-Yougoslavie. Et je pense récemment au tribunal spécial pour le Centrafrique. Non, Dakar, c'était l'Union africaine. Oui, l'Union africaine. Pour Hissène Habré. C'était en fait des tribunaux pour réprimer des individus que la communauté internationale avait bannis. Oui. C'est-à-dire il s'agissait des génocidaires, pour la plupart d'entre eux. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est la première fois dans l'histoire que un contentieux post-électoral se transforme en guerre civile imposée aux autorités en fonction, avec l'appui, n'est-ce pas, de forces étrangères, puis avec l'extraction du chef de l'État de son palais pour aller le faire juger à la CPI. Donc, de ce point de vue-là, on notera, moi je noterai avec beaucoup de satisfaction, que l'ancien procureur de la CPI, M. Ocampo, à un moment donné, par ses prises de position, on notait déjà qu'il ne partageait pas la manière avec laquelle ce dossier avait été monté. Oui. Il s'est retiré et on a nommé Mme Bensouda, qui a continué à persévérer dans l'erreur, notamment en faisant diffuser, n'est-ce pas, au tribunal des vidéos faussement attribuées à la crise post-électorale ivoirienne, alors qu'il s'agissait de vidéos du Kenya, en faisant produire des témoins qui en fait avaient été identifiés par des mandataires requis en dehors des procédures légales, de sorte qu'on a vu que les 81 témoins qui se présentaient par Madame le procureur ont été tellement malmenés et ridiculisés que pratiquement personne d'entre eux n'a confirmé les propos consignés dans les procès-verbaux que Madame le procureur avait fait présenter, n'est-ce pas, au tribunal. Enfin, je veux dire que c'est une victoire pour l'Afrique. Voyez-vous, ce procès a montré que la CPI s'était trompée de cible dès ses premiers dossiers. Les Africains ont pensé que cette cour avait été créée pour les Africains. Souvenez-vous du mandat d'arrêt qui court encore contre, n'est-ce pas, le président soudanais. Oui. Et je pense que depuis quelques mois, vous voyez, des pays sont en train de vouloir se retirer ou se retirent, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale. Donc, par conséquent, je pense que pour l'Afrique, cette décision est la preuve que l'on peut faire progresser la CPI vers une cour réellement indépendante et j'en appelle au peuple africain et aux États africains à ne pas se retirer, n'est-ce pas, de cette cour. Et pour terminer mon analyse personnelle sur cette affaire, c'est une victoire pour la CPI elle-même. Oui. Elle a démontré que lorsque la poursuite, c'est-à-dire le parquet, est indépendant des juges du siège et que ceux-ci eux-mêmes sont indépendants, il est possible d'accéder à la vérité judiciaire. Okay. Je dis la vérité judiciaire parce que la grosse critique, et vous avez vu dans la décision, c'est une grosse claque pour le bureau du procureur. Okay. Et ce sont les juges critiquent la manière dont le dossier a été monté, les juges critiquent la non-pertinence des preuves apportées, c'est-à-dire les documents, les témoignages, etc. Donc par conséquent, il va falloir que si Mme Bensou, moi je lui prédis pas un long bail à la CPI, parce que ce qu'elle a fait dans le dossier Barbeau est tout simplement inacceptable. Ok. Robert Mouté-Ambassa, sur cette décision rendue ce matin, une victoire pour l'Afrique, comme dit le bâtonnier Tchunga. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les pays africains ne devraient pas se retirer. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est une victoire pour l'Afrique, c'est une victoire pour le panafricanisme, c'est une victoire aussi pour la CPI. Parce que vous savez, la CPI, dans la gestion de ce dossier, comme l'a dit Maître, on sentait un parti pris. Le procureur, Mme Bensouda, avait l'air d'être en mission. Parce que si on revient un peu à la genèse de cette histoire, les élections ne devaient pas entraîner Babo à la CPI. On s'est retrouvé dans une situation où Babo, enfermé dans son palais, dans son bunker, est bombardé par les forces de défense. Et il sort de là, on l'envoie à la CPI en disant que c'est lui qui a organisé toute la tuerie, alors qu'il était enfermé dans son palais. Vous comprenez qu'un pays comme le Cameroun n'a pas supporté ça, parce que
beaucoup ne se rendent peut-être pas compte. Le Cameroun est un pays qui est très proche de certains pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso aussi. Vous savez, quand Sankara décède, les Camerounais pleurent comme c'était un chef d'État. Moi, je me rappelle, j'étais plus jeune, j'ai pleuré aussi. Vous comprenez? Et quand on voit une grosse injustice comme celle qui a été faite vis-à-vis du président Gbagbo et Blé-Goudé, les Camerounais étaient révoltés. Les Camerounais, pour la majorité, soutenaient le président Gbagbo parce qu'il n'avait rien fait de négatif. Il a demandé un recomptage qu'aujourd'hui, même lui demande un recomptage à gauche, à droite. Gbagbo a demandé un recomptage, on a refusé, on a préféré l'arrêter pour l'envoyer à la haie. Et Ocampo, qui venait de créer cette CPI, voulait des cas spécifiques pour donner une certaine force à cette cour. Malheureusement, le dossier Gbagbo n'était pas bien ficelé, comme l'a dit Maître, et il a préféré partir. Ben Saouda, qui est venu en mission commandée, a essayé de tout faire pour inculper Gbagbo, elle n'a pas pu. Aujourd'hui, Gbagbo est libre. C'est la Côte d'Ivoire qui a gagné, c'est l'Afrique qui a gagné, c'est le panafricanisme qui a gagné, parce que ce monsieur n'a rien fait. Il ne devait pas aller là-bas. Ceux qui devaient aller à la CPI sont encore en Côte d'Ivoire. J'espère qu'ils iront un jour, parce que quelque part, on ne peut pas s'étaler là-dessus. Donc, cette victoire, cette liberté, cet acquittement de Gbagbo sont un signal fort côté CPI. Pourquoi? Parce que la CPI était déjà en perte de vitesse. Comme l'a dit Maître, beaucoup d'États voulaient déjà se retirer. Oui. Parce qu'elle était plus crédible. On avait l'impression que la CPI a été créée pour nuire à certains États qui ne plaisaient plus à l'Occident ou à la communauté internationale. Donc, cet acquittement aussi redonne un tout petit peu de poids à la CPI pour dire, comme le Maître a dit, s'ils sont vraiment neutres, ils peuvent prendre de bonnes décisions. Je suis d'accord avec le Maître que l'élan qui était déjà parti de certains États dans le sens de quitter la CPI, je crois qu'il vaut mieux attendre encore un peu et observer, parce que cette CPI nouvelle qui essaie de donner le verdict juste peut être intéressant, parce que vous savez, sans CPI, ça peut aussi laisser la porte à des abus de gauche à droite. C'est bien que la CPI reste, mais qu'elle fasse rien que son travail. Donc pour dire que cette libération de Gbagbo, moi je pense que c'est une victoire qu'on doit fêter sérieusement. Et je pense aussi que la libération de Gbagbo, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, aura un impact sérieux sur l'avenir politique de Côte d'Ivoire. Je sais que Guillaume Soro a commencé à s'excuser, mais il faudra bien que Ouattara s'excuse aussi. On en parle tout à l'heure. Voilà, parce que s'il est ivoirien, c'est bien Gbagbo qui a bien voulu qu'il soit ivoirien, alors que Bédié avait mis en place le complexe d'ivoirité. Voilà. Donc c'est pour dire que vraiment cette victoire, elle a affecté, et nous sommes fiers que la CPI ait pris ce genre de décision et qu'on ne traîne plus à le laisser rentrer chez lui, vivre paisiblement ses jours. Ok, sur ce plateau également, Maître Biton, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes à tous les téléspectateurs. Oui, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. On va rentrer de plein pied. Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé a quitté, cela veut dire, on l'a entendu ce matin, ils sont innocents, blanchis. Ça fait quand même réfléchir. Bon, c'est un ouf de soulagement pour tout le monde. Oui. Mais il faut dire que déjà, il y avait des signes précurseurs, n'est-ce pas, de cette situation. Puisque à plusieurs Vous attendiez sérieusement à l'acquittement? Oui, moi, je m'attendais à ça parce que déjà, on avait parlé de charges insuffisantes. Oui. Et on a que trop tardé pour en arriver. Vous, ça arrive un peu tard. Voilà, ça arrive tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Oui. Et donc, je dis, c'était une honte pour l'Afrique parce que Gbagbo et Blé-Goudé, et surtout Gbagbo, a subi une humiliation jamais subie par un chef d'État. C'est-à-dire que la manière dont il a été débarqué, la manière dont on a fait jouer à la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire, la même Cour ayant déclaré Gbagbo vainqueur, la commission électorale, n'est-ce pas, on a réuni les mêmes individus pour dire que non, c'est plutôt Ouattara. On sait ce qui s'est passé. De toute manière, nous savons que beaucoup d'institutions sont à la solde des Européens. Non, on sait que la Cour a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur, tandis que
La commission électorale de Bakayoko déclarait plutôt que c'était Ouattara qui était vainqueur. Oui, mais sous la pression. Nous savons très bien qu'il y avait beaucoup de pression. Oui. Bon, de toute manière, nous savons que la politique en Afrique, c'est pas la même chose qu'ailleurs. Oui. Parce que il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de situations qui ne devraient pas arriver. Hein. Déjà même, lorsqu'on voit nos institutions judiciaires en Afrique, le bâtonnier ne me démentira pas, très rares sont les pays où il y a un conseil supérieur à la magistrature ou bien un syndicat de magistrats indépendants. Vous voyez? Alors, avec ce cumul de pouvoir entre les mains de l'exécutif qui a même mis sur le législatif et qui a autorité pratiquement sur le pouvoir, entre guillemets, le pouvoir judiciaire, parce qu'avant c'était autorité judiciaire, mais on a dit que c'est passé comme pouvoir judiciaire. Or, on ne voit pas exactement ce qui est ce qu'on appelle pouvoir judiciaire au niveau de nos États africains. Bref, nous savons que c'est une épine qui était, n'est-ce pas, au pied de tout le monde, de la Cour pénale internationale. Je crois qu'ils s'en sont sortis de manière élégante. Et nous pouvons applaudir. Mais nous savons que ce n'est pas fini parce que le procureur a fait appel. Oui, justement. On va voir ça tout à l'heure. Général Bao, dites-moi, on apprend que hier à Abidjan, 200 personnes se sont mobilisées pour exprimer leur hostilité à une éventuelle libération de Gbagbo et Blé-Goudé. Aujourd'hui, on a vu le contraire. Les dernières nouvelles d'Abidjan, c'est quoi? Laissez-moi rire, 200 personnes se sont mobilisées. C'est les victimes. Ce sont les victimes. Comment vous dites soi-disant? Il n'y a pas de victimes? En fait, il n'en est rien. C'est un poker monteur. Étant donné qu'ils ont vu la liberté certaine de Laurent Gbagbo, ils ont monté rapidement 100 personnes là pour aller manifester devant la Commission nationale des droits de l'homme. Oui. Pour demander que Gbagbo Laurent soit maintenu à l'arrêt. Il n'en est rien. C'est un simple montage. Si vous avez vu Abidjan aujourd'hui, au niveau d'Anyama, il y a encore des jeunes qui ont manipulé, qui ont fait des barricades, qui ont commencé à mettre le feu pour demander qu'on ne libère pas Laurent Gbagbo à Nyama. C'était encore un montage. Vous savez, le serpent, quand il doit mourir, dans son dernier retranchement, il donne un peu de coup de tête. C'est de cela qu'il s'agit. Ok. Voilà. J'en viens donc maintenant à ce qui s'est passé ce matin à La Haye, bâtonnier Jungan. Le bureau du procureur a demandé la suspension, afin qu'elle puisse décider. Hein. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre? Expliquez-nous. Parce que les gens disent qu'ils ne sont pas acquittés. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas acquittés. Au regard de ce qui s'est passé ce matin, dites-nous concrètement, à quoi devrait-on s'attendre demain? Est-ce qu'on peut assister à une suspension de la décision des magistrats demain? Et même de la libération? Oui. Écoutez, je voulais d'abord, avant de répondre clairement à votre question, d'abord rendre hommage à l'équipe de défense du président Barbeau sur place, dirigée par mon confrère Advi, et à l'équipe défense du ministre Charles Blé-Goudé, parmi lesquels se trouve mon excellent confrère Maître Kadji de Fosso, qui a été, parce que les gens entendent Maître Kadji, mais c'est Maître Kadji de Fosso, la fille de Joseph, du père que la République connaît, qui a brillamment représenté là-bas à la fois la défense africaine et la défense camerounaise en particulier. Donc je pense qu'il est bon de leur rendre un hommage mérité. Alors, s'agissant de ce qui s'est passé ce matin, si vous suiviez, n'est-ce pas, la lecture du verdict qui était transmis en direct par un certain nombre de chaînes, vous avez vu que lorsque le président de la Chambre a eu terminé de dire qu'il prononçait l'acquittement, ça s'agitait beaucoup, n'est-ce pas, sur les bancs du bureau du procureur. Alors, finalement, il a pris la parole pour dire qu'il souhaite une suspension de séance pour pouvoir prendre le temps et expliquer le lendemain ce qu'il pense de cette décision. D'abord, je vais vous dire que dans la tradition de ces cours et tribunaux internationaux, comme c'est le cas également au Cameroun, quand une décision pénale est rendue, il est indiqué dans notre code pénal, y compris dans les textes règlements de ces cours, que le juge qui rend sa décision doit d'abord l'avoir rédigée. Il ne vous a pas échappé que c'est une décision majoritaire, avec une opinion dissidente.
C'est-à-dire, parmi les 3 juges, il y a un qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision, dont la décision a été prise à la majorité. Oui. Et non à l'unanimité. Quand la décision est prise à la majorité, très souvent, le juge qui est mis en minorité se comporte réellement comme un dissident, c'est-à-dire comme un rebelle. Il refuse même parfois de participer à la rédaction de la décision. Je pense que c'est ce qui a dû se passer parce que ils n'ont pas lu la décision dans son entièreté. Ils ont lu le dispositif de leur décision. Ils ont expliqué pourquoi et ils ont rendu leur décision. Et c'est un des arguments que le procureur entend utiliser pour dire qu'on n'a pas entendu la motivation. Parce que vous savez, une décision de justice, c'est 3 choses. Il y a ce qu'on appelle les qualités de la décision, c'est-à-dire on identifie les parties au procès, les juges qui assistent, le greffier, le nom des avocats, etc. Après, vous avez maintenant l'exposé des motifs des faits, et puis vous avez la motivation, la discussion du tribunal, et la 3e partie, c'est le dispositif. Ce qui a été, en fait, lu ce matin. Donc, le procureur qui intervient pour dire quelle réserve ses observations pour demain, je veux dire qu'elle est dans son rôle. Le bureau du procureur est dans son rôle quand ils font cela. Je veux d'abord dire que la décision de la Cour s'est acquittée pour insuffisance de preuves. Je résume. 2e volet, ordonne la libération immédiate. Oui. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir si le procureur a le droit de faire appel. La réponse est oui. L'autre question, c'est est-ce que lorsque le procureur fait appel, est-ce que son appel a un effet suspensif sur la décision? Sur la décision. La réponse c'est non. Okay. Cependant, demain on peut avoir une requête du procureur demandant effectivement que les accusés, que les libérés soient maintenus en détention jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué sur l'appel, au cas où le procureur décide de faire appel. Si c'est le cas, il y aura une autre audience au cours de laquelle le bureau du procureur va présenter les arguments qui militent en faveur du maintien des libérés en détention ou en détention provisoire ou en liberté provisoire sous condition, le temps que l'on attend de la décision, n'est-ce pas, de la chambre d'appel. Oui. Je fais un clin d'œil à notre ami le général Bao pour dire qu'en fait, les agitations qu'on a vues à Abidjan portaient certainement des intentions de pousser le procureur effectivement à faire appel et à demander le maintien du président Barbeau et de Charles Blegoudé en détention en attendant que la chambre d'appel tranche. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette demande est une demande additionnelle à l'appel. C'est-à-dire que vous faites appel, et vous faites une demande, n'est-ce pas, additionnelle, et cette demande fait l'objet d'un examen contradictoire entre le bureau du procureur et la défense. Okay. Et à ce moment-là, le juge peut confirmer la décision des premiers juges ou faire droit à la demande du bureau du procureur en prenant soit une décision de maintien en détention simple, soit une demande de mise en liberté sous condition. Ça peut être sous condition d'un bracelet, sous contrôle judiciaire. Il y a une panoplie de mesures. Détention simple, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on confirme qu'il restera en prison jusqu'à ce que la chambre d'appel ait statué sur l'appel du bureau du procureur. Mais il y a une information qui échappe à beaucoup de non-juristes, c'est que la décision rendue par la Cour pénale internationale est une décision qui a été rendue en milieu de procédure. Oui. La procédure n'est pas allée jusqu'à son terme. Il s'agit de savoir que devant la Cour pénale internationale, lorsque les débats s'ouvrent, le procureur présente ses charges. Il explique pourquoi il poursuit M. Barbeau et M. Charles Blegoudé pour tel chef d'accusation. Il présente ses preuves. Il présente ses témoins. Et il dit pourquoi il veut que
ces mises en cause soient jugées pour ces faits-là. Passé cette étape, la défense réagit aux preuves présentées par, n'est-ce pas, l'accusation. Vous avez vu que ça a pris du temps. On revient pratiquement sur tout ce que le bureau du procureur a dit et on démonte point par point, n'est-ce pas, ce qu'ils ont dit. À ce stade de la procédure, c'est à ce stade de la procédure que la Cour s'est retirée pour examiner les pièces, les éléments du procureur. Il ne vous a pas échappé que la défense n'a pas encore présenté ses propres moyens de défense. C'est-à-dire ses pièces, ses vidéos, ses propres témoins, etc. etc. Jusqu'ici, on n'a eu droit qu'à des preuves à charge et à des témoins à charge, qui ont subi, bien entendu, la cross-examination, n'est-ce pas? C'est-à-dire le contre-interrogatoire des avocats du président Gbagbo et du ministre Charles Blé-Goudé. Donc, c'est en milieu de procédure que la Chambre dit ça ne vaut même plus la peine, à ce stade de continuer, parce qu'en fait, nous nous rendons compte de ce que les éléments que le bureau du procureur nous produit ne sont pas suffisamment pertinents. Donc, ce suis la non-pertinence, n'est-ce pas, de l'accusation parce que vous savez que les avocats de M. Gbagbo et de Charles Blé-Goudé ont mis de fer au feu l'acquittement et la liberté provisoire. Parce qu'effectivement, les juges auraient pu dire, écoutez, nous pensons que, même si ce n'est pas très clair, il y a quand même des soupçons de charges qui pèsent sur les accusés. Bon, autorisons la défense à présenter ses moyens de défense, mais, en attendant, les mettons en liberté provisoire. Eh bien, les juges ont estimé que les pièces, les preuves n'étaient pas pertinentes et qu'il fallait acquitter, il fallait mettre fin à cette mascarade. Et je vais vous rappeler quand même, ça fait 8 ans. Oui. Ça fait 8 ans que cette procédure dure. Alors, ça appelle quoi? Ça appelle pour les juristes à ce que la Cour pénale internationale, n'est-ce pas, révise ses statuts, révise ses règlements. Il n'est pas normal que sous le prétexte d'un simple soupçon, ou sous le prétexte d'une puissance politique ou militaire, l'on maintienne un citoyen en prison pendant 8 ans pour après découvrir que le dossier est vide. Vous me direz qu'il y a les commissions d'indemnisation. Mais quelle est la somme qui peut indemniser 8 ans dans la vie d'un homme, qui plus est dans la vie d'un chef d'État? Ce qui est arrivé à M. Gbagbo a un exemple historique. C'est ce qui est arrivé à M. Noriega. Oui, Manuel Noriega. Vous savez, Manuel Noriega, qui a été le collaborateur de l'État américain. Oui. Il a été d'abord l'agent de la CIA, après il est devenu chef d'État. On est venu le pêcher à Panama comme... On est venu avec des hélicoptères, rentrer dans son palais, on l'a piqué, extirpé, et il est dans les prisons américaines. Oh, ouais. Donc en fait... Il a donné plus de 400 années de prison. Donc c'est pour ça que je dis que la CP est une bonne chose dans ce type de cas-là. Oui. Parce que ça permet au moins, au bout du compte, d'obtenir l'acquittement de quelqu'un qui a été illégalement, n'est-ce pas, mis en cause. Voilà, on va s'en tenir à ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère que en attendant ce qui va se passer demain, on va le dire comme ça, mais il y a quand même quelque chose, vous avez commencé à le développer. Il est acquitté, demandé d'être libéré par la CPI, mais il reste condamné par la justice ivoirienne. On se souvient que le 18 janvier 2018, Laurent Gbagbo et 3 ministres du gouvernement Akengbo, le Premier ministre qui a été nommé après la crise, voilà. Akengbo, ancien Premier ministre, Koné Katinan, ex-ministre du Budget, Désiré Dallo, ex-ministre de l'Économie et des Finances, ont été jugés par la Cour d'assises d'Abidjan et condamnés à 20 ans de prison et à une amende de 329 milliards de francs CFA pour vol en réunion par effraction sur les caves de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et des numéraires, complicité de vol en réunion par effraction, destruction d'une installation appartenant à autrui, détournement de deniers publics en vue d'obtenir des liquidités en pleine crise électorale. Là, ils ont été condamnés en janvier 2018. Il est acquitté en janvier 2019. J'ai quand même un problème avec le timing.
Pourquoi avoir attendu autant d'années? Général Bao. Ben écoutez, Ça veut dire que s'il descend, ça veut dire quoi? S'il descend de l'avion demain à Abidjan, il rentre à la Maca? écoutez, c'est le gouvernement. C'est quoi la Maca? Il faut expliquer à La ceux Maca, qui c'est sont la pas maison ivoiriens. d'arrêt Oui. et de correction d'Abidjan. Voilà, la Maca. C'est là-bas que sont détenus les prisonniers Oui, en Côte d'Ivoire. oui. Voilà. C'est-à-dire que si Gbagbo demande l'avion, parce qu'il a été condamné par contumace, hein? Mais Gbagbo n'a pas volé. Désiré Dallo n'a pas volé. Le ministre Kone Katina, qui est l'actuel porte-parole du président Laurent Gbagbo, n'a pas volé. Je l'ai dit même derrière cet après-midi. Oui, Mais ce Kone Katina était ministre du budget. oui. Il fallait trouver des ressources, de l'argent pour payer nos fonctionnaires, alors que la Côte d'Ivoire était en guerre. Toutes les banques françaises ont fermé et ont mis la clé sur l'opération, sont parties à Paris. Elles ont intimé l'ordre à des banques africaines de fermer, telles que certaines banques, je ne vais pas dire les noms ici, mais Ecobank. Comprenez? Donc il fallait trouver l'argent pour payer nos fonctionnaires. La Côte d'Ivoire a des ressources propres. Donc on a fait usage de nos ressources qui nous appartiennent pour payer nos fonctionnaires. Et même quand on parlait des mandats d'arrêt, en août dernier, lors du message du discours, du message de la nation du président du chef d'État Alassane Ouattara, il a acquitté les prisonniers politiques. Oui. Y compris Simone Veil Y Bako. compris Simone Veil Bako, y compris nous-mêmes les exilés, qui avions des mandats d'arrêt internationaux. Donc vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire sans problème. Nous sommes libres d'aller et venir tranquille. Ok. Donc Déjà, déjà, vous aimez tellement le Cameroun que vous êtes encore là. je vous ai dit que le Cameroun était l'Afrique en miniature. C'est le berceau du panafricanisme africain, authentique. Ok. Je me sens au Cameroun comme dans une Côte d'Ivoire libre et prospère. On est des frères jumeaux, vous comprenez. Oui. Donc, M. Kone Katina est libre aujourd'hui d'entrer en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je vous donne l'information. Pourquoi il est où? Il est au Ghana? En ce moment, il est au Ghana, je l'ai même eu cet après-midi. Oui. Je vous donne l'information du premier choix. D'ici le 31 janvier 2019, il y a une vague de hautes autorités ministérielles qui vont entrer d'exil en Côte Qui d'Ivoire vont rentrer en pour aller préparer le terrain parce que le grand chef arrive. Et c'est ça qui est la vérité. Ah, il arrive en février. Laurent Gbagbo. Que voulez-vous que Laurent Gbagbo aille chercher en Belgique? C'est pas sur Non, ça c'était au cas où Chez lui, il le c'est à maintenait en Bahama. liberté provisoire. Donc, concernant le mandat d'arrêt, Oui. normalement, si Ouattara est un homme de loi, un homme de droit, étant donné qu'il a pris une amnistie générale, il doit, et bien évidemment, acquitter le président Laurent Gbagbo. Donc, normalement, Laurent Gbagbo ne doit pas être arrêté dès qu'il entre en Côte d'Ivoire. Ok. Savez-vous qu'il a échoué en Côte d'Ivoire? Lorsque les Français prennent Laurent Gbagbo dans son bunker, au passage, j'ai sorti un livre depuis mon exil ici au Cameroun, des peines et des joies de l'engagement politique. Oui. Comprenez? Wow. Ça parle de la crise ivoirienne. Moi, en tant que membre de la galaxie patriotique, j'étais au cœur des actions patriotiques en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, j'ai vécu de bout en bout la crise ivoirienne. Quand ils ont pris Laurent Gbagbo, c'est les Français qui l'ont pris. Ils l'ont remis aux rebelles, à Ouattaro. Ouattaro devait liquider Laurent Gbagbo. Et en ce moment, les écrans géants français de France 24 ont commencé à faire des groupes là. Ouattaro a refusé de tuer Laurent Gbagbo. Il a envoyé dans les bunkers au Golf Hotel, où les résultats d'ailleurs étaient programmés. N'ayant pas pu tuer Gbagbo à la face du monde entier, ils l'ont pris de manière militaire pour l'envoyer en prison à Korogo. Et à Korogo, N'ayant pas voulu ou bien n'ayant pas pu? n'ayant pas pu, parce que Ouattaro a refusé Oui. d'abattre Laurent Gbagbo sous les caméras des télévisions Ça françaises. veut dire qu'ils n'ont pas voulu. Donc quand il l'a envoyé au Golf Hotel, déjà tout le monde entier savait déjà qu'il était au Golf Hotel parce que déjà on avait vu les vidéos, les films et autres. Et ils ont pris une manière militaire pour l'envoyer à Korogo. À Korogo, là-bas, j'ai au moins 14 sections de mon mouvement patriotique à Korogo. Oui. Mes gars qui étaient en place à Korogo, les membres de mon association patriotique, me disaient, m'appelant au Cameroun ici, quand j'étais au Ghana, parce que j'étais au Ghana avant de venir au Cameroun. Oui. Président, général, dans la maison, le président est là. Sur le mur, la peinture là, on mélange un poison dedans pour le tuer à petit feu. On a donné l'information. Et c'était l'information de souche. N'ayant pas pu finir avec le Akokoko, ils l'ont pris Mani Militari, ils l'ont déporté à l'arrêt. Et à l'arrêt là-bas, le chef d'État ne pensait pas qu'il allait revenir de sitôt. Ils ont pensé au minimum qu'il avait fait au minimum 30 ans là-bas. Et tous s'attendaient à la liberté provisoire, non à l'acquittement. C'est ça qui est la vérité. Ok. À la liberté provisoire. L'acquittement les a surpris. Vous avez senti que le procureur était KO, même debout. Il a dit au juge, mais pourquoi? Donc il n'a pas pu tenir ses mots. Parce qu'il était surpris. Ok. Raison pour laquelle le juge a reporté à demain pour qu'il envoie ses arguments. Et les arguments
le feu qu'ils ont commencé à mettre à Abidjan aujourd'hui, les manifestations qu'ils ont commencé à faire pour dire qu'il ne faudrait pas que Gbagbo soit libéré, c'est ces arguments que pour encore maintenir Laurent Gbagbo en détention. Mais ils ont échoué. Ok, Robert Mouté-Ambassa, on n'est pas très sûr là. Est-ce que Laurent Gbagbo peut bénéficier avant son retour d'une amnistie du président, comme il a fait avec son épouse? Je pense que si Ouattara est chef d'État... Dans un souci de réconciliation. Justement, j'en viens. Si Ouattara est chef d'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Gbagbo. Parce que si le concept d'ivoirité, le code était resté, Ouattara n'aurait jamais été ivoirien et ne serait jamais chef d'État. Le minimum, c'est d'avoir une conscience et renvoyer l'ascenseur à Gbagbo en annulant toutes ces condamnations, en permettant à Gbagbo de redevenir un citoyen libre. Je crois que quelque part, Gbagbo lui en sera gré quand même. Parce que vous savez, quelqu'un qui était là, que Bédi a mis tout en place pour l'écarter du pouvoir, Gbagbo vient et dit, bon, tu es mon frère, tu viens. Maintenant, lui, au lieu de venir et être avec Gbagbo, il le chasse d'abord et puis il l'envoie à la haie et derrière il condamne. Mais moi, je crois que le minimum pour aller dans le sens de la paix, parce que j'ai lu quelque part qu'on a Bédier qui dit bien que la libération de Gbagbo va énormément contribuer à la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Et je crois que Ouattara, s'il veut vraiment la paix dans ce pays, il doit amnistier Gbagbo comme les autres et permettre que Gbagbo revienne prendre une vie normale. Quitte à ce qu'à deux, quand Gbagbo arrive, il le reçoit, quitte à ce qu'à deux, il se parle et que lui présente peut-être ses excuses par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce que vous savez, parfois dans le fond de l'action, comme il dit le général, il y a des choses qui vous arrivent que vous ne contrôlez pas. Oui. Parce que vous voyez, avec la communauté internationale qui a ses objectifs. Il ne faut pas penser que Ouattara est le plus aimé de Côte d'Ivoire par la communauté internationale. Ce n'est pas vrai. La communauté internationale a ses intérêts. Et voilà, peut-être Gbagbo empêchait cette communauté de jouir à fond peut-être de ses intérêts. Et Ouattara était un peu plus disponible à les laisser jouir. Donc du coup, il fallait faire un choix. Ce qui est sûr, c'est que au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que Gbagbo et Blegoudé ont eu, ont vécu dans leur chair, ils ont souffert, ont subi au nom de la Côte d'Ivoire, je crois qu'ils sont 100 fois plus patriotes qu'avant. Et j'espère qu'ils vont revenir en Côte d'Ivoire, reprendre leur activité politique, parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'avoir, après Ouattara, un chef d'État patriote, un chef d'État qui va permettre que les Ivoiriens retrouvent la vraie indépendance. Parce que vous savez, tous nos pays sont indépendants depuis les années 60, mais on sait comment cette indépendance a été donnée. Ok. Maître Biton, 73 ans, Laurent Gbagbo, vous le voyez revanchard, son arrivée à Abidjan, son retour à Abidjan? Non, je ne pense pas, puisque, vous savez... Comme a dit Robert Mouté-Ambassa, pour tout ce qu'il a subi, est-ce qu'il va balayer tout ça ou bien tout ça va refaire surface? N'oubliez pas que, même du temps où il était au pouvoir, Gbagbo et sa femme, n'est-ce pas, étaient des hommes qui montraient qu'ils craignaient Dieu. Et que... surtout son épouse. Oui, mais même Gbagbo. Oui. Ça veut donc dire que le pardon, n'est-ce pas, ils connaissent ce que c'est. Et je crois que dans un souci d'apaisement, dans un souci de réconciliation, parce qu'on a besoin de réconciliation, hein, je crois que si maintenant ils reprenaient le pouvoir, ce ne serait pas la justice des vainqueurs contre les vaincus, comme ça a été le cas pour eux. Parce qu'en fait, c'est ça. Okay. On n'a pas vu les gens du côté de Ouattara inquiétés, alors que nous savons très bien que dans ces troubles-là, il y avait de part et d'autre des récriminations. Okay. Mais je dis que au cours de ce procès, vraiment, si ça avait été un procès d'équité égale, n'est-ce pas? C'est-à-dire les magistrats qui sont devant leur balance. Normalement, chez nous, on dit le parquet, n'est-ce pas, instruit à charge ou à décharge. C'est même le procureur qui devait se rendre compte que tout ce qu'on donne, c'est vraiment léger. Mais comme derrière, ils avaient la pression et ils étaient comme en mission commandée, évidemment, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Okay. Mais il faut dire que on aboutit là aujourd'hui grâce aussi à la pression des médias. Ok, merci. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités.
Voilà, le 20h, c'est dans un instant, Cédric. On peut aisément savoir ce qu'il y a au menu, Cédric. C'est un dossier spécial consacré à l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ambiance à la CPI en Côte d'Ivoire, mais aussi au Cameroun, avec des réactions exclusives d'une avocate camerounaise de renommée internationale engagée dans la défense de Charles Blé Goudé, maître Josette Kadi, qui reviendra sur l'implication de la décision de la CPI, l'état d'esprit de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien. Vous suivrez également dans le journal de 20h les premiers mots de Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président ivoirien, qui salue la mobilisation des patriotes africains depuis près de 7 ans pour soutenir l'ancien chef d'État de la Côte d'Ivoire. Et l'analyse de l'éditorialiste Séverin Tchonke ce soir sur la reconfiguration politique qui peut se dessiner en Côte d'Ivoire, vous les écouterez dans le journal de 20h, au moment où les Camerounais, les Africains célèbrent cet acquittement de Laurent Gbagbo. Ils sont très peu, ces jeunes Camerounais qui connaissent également l'histoire des nationalistes camerounais, Ernest Ouandjé, alors que l'on commémore son assassinat. Les Camerounais, du moins la nouvelle génération, en connaissent très peu sur son histoire, le combat qu'il a mené. Vous les écouterez dans le journal de 20h et vous suivrez la raison du combat politique mené par ce nationaliste UPCiste dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h de Cédric Noufelé dans un instant. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie.